Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 7 décembre. Vous l'avez suivi en direct sur Monaco Info, le Monte Carlo Showdown s'est ouvert par le combat qui opposait Hugo Micallef à Sean McComb. Le Monégasque enregistre sa première défaite en professionnel sans démériter. Nous y reviendrons. Alors que le rallye Monte Carlo arrive à grands pas, les commissaires de l'Automobile Club de Monaco se préparent. Nous les avons suivis en formation dans les conditions réelles ce matin. Beaucoup d'entre nous vont profiter d'un week-end de 3 jours. Le 8 décembre est férié à Monaco. L'église célèbre l'Immaculée Conception. L'abbé Christian Venard sera notre invité pour en parler. Et puis Tartine et Chocolat a ouvert ses portes en principauté. Nous vous emmènerons dans les rayons de cette nouvelle boutique pour enfants installée rue Grimaldi. Après avoir remporté ses 11 premiers combats professionnels, Hugo Micallef a donc encaissé sa première défaite hier soir dans une salle des étoiles comble, battue par l'Irlandais Sean McComb qui défendait un titre international des superlégers par arrêt de l'arbitre au 8e round. Le résumé de la soirée avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Hugo Micallef rêvait de décrocher sa première ceinture européenne. Invaincu en 11 combats, le seul boxeur de la principauté affrontait l'Irlandais Sean McComb pour le titre IBF. Dès les premiers échanges, McComb impose son rythme, plus précis, plus serein. L'Irlandais touche régulièrement Micallef avec ses crochets du gauche, jusqu'à envoyer le Monégasque 2 fois au tapis. L'arbitre va toucher au foie. Hugo est touché au foie. Mais le Monégasque se relève à chaque fois et continue d'avancer, espérant trouver une ouverture. Il est touché là dans la 7e reprise encore là. Mais au 8e round, un crochet en bord de corde pousse l'arbitre à compter Hugo Micallef une 3e fois et décide d'arrêter le combat sur un TKO de Sean McComb. Il est out. Donc la ceinture repartira malheureusement en Irlande. Un combat compliqué, comme j'ai dit à Monseigneur à l'instant, j'ai toujours visé très haut, je continue de viser très très haut. Forcément quand on vise très haut, on peut se heurter à quelques difficultés. Nous on savait que c'était un très très bon adversaire, qu'il avait un très gros niveau, on le savait. Évidemment, après nous on travaillait pour, on pensait le gagner, c'était pas du bluff, on pensait le gagner. Après voilà, la boxe c'est comme ça, moi je vise très haut, j'ai décidé de disputer un championnat d'Europe chez moi contre un adversaire qui détenait le titre. C'était un gros risque, je l'ai pris et c'est pas sorti comme je voulais. C'est pas grave, je l'assume comme un homme. Et il faut que je me repose un tout petit peu et puis repartir au travail. Première défaite pour Micallef qui rate la ceinture européenne mais garde intacte son ambition de viser un jour les mondiaux. De son côté, la Roca Team a conclu la semaine en beauté en s'imposant facilement à Dijon 99-86. En assurant la victoire lors de ce match mouvementé de Betclic Elite, les Monégasques prouvent leur grande forme. Il s'agit de leur 3e succès en 5 jours face à une équipe française. Les Rouges et Blancs recevront Fenerbahçe vendredi prochain, le 12 décembre, pour le remake de la finale 2025 de l'Euroleague. Une belle occasion de prendre leur revanche sur les Turcs qui l'avaient emporté. Avant de refermer cette page sport, direction Abu Dhabi où Lando Norris a été sacré champion du monde. Le pilote britannique McLaren a terminé à la 3e place du dernier Grand Prix de la saison ce dimanche. Un résultat suffisant pour décrocher son premier sacre mondial en Formule 1 à 26 ans. Verstappen a terminé premier devant Oscar Piastri. Charles Leclerc, lui, est 4e au pied du podium. À l'approche du rallye Monte Carlo 2026, les commissaires de l'Automobile Club de Monaco se sont réunis sous le chapiteau de Fontvieille pour le traditionnel stage de formation. Ce matin, les bénévoles se sont élancés jusqu'au col de la Madone et cet après-midi, ils ont rejoint le col des Banquettes de Pimenton. Émilie Flamin et Camille Caloni. Ce sont les yeux de la direction course pendant les rallyes, les commissaires. Et chaque année, les nouvelles recrues se retrouvent sur le terrain pour un test grandeur nature après des mois de théorie. Aujourd'hui, dans cette partie-là, on va s'assurer que ce qui a été enseigné au cours de nos formations théoriques pratiques a été complètement assimilé et qu'on va être capable en fait, de restituer lors de scénarios qui ont été au préalable définis par la commission formation, savoir agir, s'adapter et surtout réussir complètement cette formation. Un moment essentiel dans la formation de ces 168 jeunes commissaires. Depuis le directeur de course jusqu'au nouveau commissaire, tout le monde passe à la moulinette. Avec, vous allez le voir dans la journée, avec plusieurs scénarios pour tester vraiment les gens en conditions réelles. C'est un véritable rallye. On a dans l'esprit que Monaco, c'est le WRC et l'historique, mais il y a également le CRIC.
circuit routier d'instruction des commissaires. Ça, c'est le passage obligatoire. Pour avoir sa licence, il faut avoir obtenu satisfaction pendant ce CRIC. Eux aussi sont aux aguets. Dans leur tour de contrôle, les équipes de la direction course suivent en direct ce rallye derrière leurs écrans. C'est une direction course avec moi qui contrôle l'ensemble des opérations et des adjoints qui sont dédiés à chaque épreuve spéciale et qui peuvent envoyer les moyens, transmettre les bonnes informations aux personnes sur site et répondre au plus vite en cas de problème. Au total, ce sont 210 commissaires qui seront sur le qui-vive lors de la prochaine WRC les 22 et 25 janvier prochains. Et le départ du championnat sera, comme chaque année, retransmis en direct sur notre antenne. Êtes-vous prêts? Le Giro des Natales, c'est déjà dimanche prochain. Au programme 2 courses enfants et une course adulte de 10 km sur le mythique circuit du Grand Prix et la montée de la rampe Major. Une année spéciale pour l'association sportive de la Sûreté publique qui l'organise puisqu'il s'agit des 30 ans de l'événement. Son fondateur Noël Zell se souvient des débuts. Ça a commencé en septembre 1995. Comme je faisais beaucoup de courses à pied, j'avais décidé de créer quelque chose sur Monaco. On a quand même réussi à monter l'organisation en 3 mois et je vous dis, tout a été fait avec les moyens du bord. Je trouve que c'est elle a bien vieilli, très bien vieilli au contraire. C'est une course qui plaît. Et cette année, on a enfin la médaille. Beaucoup de coureurs l'attendaient, donc on aura une médaille des 30 ans pour la course. L'année dernière, on a soutenu Be Safe pour Giro Natale et on a vraiment accroché sur les principes, sur ce qu'elle faisait. C'est une équipe jeune et dynamique et je me suis attaché à leur rendre encore une fois honneur avec la nouvelle tenue de triathlon, cyclisme et course à pied, un rapport avec la route. On est la sûreté publique, pour moi il était essentiel de les mettre en avant. Cette année on met en avant Azur Oxalis, une association qui soutient les personnes fragilisées, que ce soit le deuil ou de graves incidents dans la vie. Une association bénévole qui est formidable et qui est tenue par un ancien fonctionnaire de la sûreté publique. On était obligés de lui rendre honneur. Des propos recueillis par Alban Gingembre et Alex Avial. Pour les dernières inscriptions, rendez-vous sur le site internet de la course. Un conseil, ne tardez pas, il reste moins de 50 places pour la course principale. Profitez-en pour vous entraîner demain. Le 8 décembre est férié à Monaco. Les catholiques célèbrent l'Immaculée Conception, une fête majeure du calendrier liturgique et chère à la principauté. Pour nous aider à mieux comprendre son sens et la manière dont elle est vécue chez nous, nous recevons aujourd'hui l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que signifie précisément l'Immaculée Conception ? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose en lequel l'Église a toujours cru, mais on a attendu très longtemps avant que, de manière solennelle, le pape le déclare comme un dogme, c'est-à-dire quelque chose que tous les catholiques doivent croire. Et ce à quoi nous croyons, c'est que, d'une manière extraordinaire, la Vierge Marie a été préservée du péché originel. C'est-à-dire que nous, quand nous naissons, nous héritons depuis nos premiers parents, Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, nous héritons d'une part de péché qu'on appelle le péché des origines, le péché originel, et qui disparaît en nous le jour de notre baptême. Eh bien, pour la Sainte Vierge, d'une manière extraordinaire, le bon Dieu a voulu la préserver du péché originel parce que dans le plan de Dieu, Dieu savait déjà qu'elle accepterait un jour de porter son fils unique, Jésus, et donc il a voulu faire du corps de la Vierge Marie une espèce de temple, un corps très pur et que la Vierge soit épargnée par le péché originel. Cette fête est parfois confondue avec la naissance de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est important de bien comprendre le sens théologique ? C'est vraiment très important parce que, vous voyez, notamment tout récemment, il y a eu une note du Vatican dans laquelle, alors c'est un peu technique peut-être pour nos téléspectateurs, mais le Vatican disait qu'on ne pouvait pas, d'une manière habituelle et publique, utiliser du terme de co-rédemptrice pour la Vierge Marie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parfois on reproche aux catholiques de dire oui, mais vous faites de la Sainte Vierge presque une déesse, comme si la Vierge Marie était égale de Dieu. Mais non, la Sainte Vierge, nous le savons bien, la Vierge Marie,
c'est une petite jeune fille. On sait qu'elle a 14 ou 15 ans, hein, elle est très jeune, c'est l'âge auquel les jeunes filles se mariaient à l'époque de Jésus en Terre Sainte. Et c'est vraiment, la Vierge Marie, c'est une créature comme nous, elle est comme vous, comme moi, elle est faite de chair et d'os. D'ailleurs, quand l'ange Gabriel lui apparaît pour lui dire « tu vas porter le Fils de Dieu », elle commence par être inquiète puisque l'ange lui dit « ne crains pas ». Donc elle est vraiment comme vous, comme moi, mais elle a été préservée de ce péché originel. Et ça, en fait, ça nous montre aussi que la Vierge Marie, elle est un peu déjà un symbole de ce à quoi nous sommes appelés par le baptême en intégrant l'Église, et plus encore le jour où nous serons avec Dieu après notre mort, dans la résurrection, nous serons appelés nous aussi à être définitivement débarrassés du péché et du péché originel. Et vous l'avez dit, cette croyance de l'Immaculée Conception est centrale dans la foi catholique et elle occupe une place toute particulière à Monaco. Pourquoi ? Eh bien parce que notre cathédrale, dans laquelle ce soir nous nous retrouvons, notre cathédrale est dédiée à la Vierge Marie dans son Immaculée Conception. Donc on l'appelle la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Pourquoi ? Parce que quand la cathédrale a été débutée à la fin du 19e siècle, eh bien à ce moment-là, le dogme de l'Immaculée Conception avait été déclaré peu de temps auparavant par le pape. Et donc le premier évêque de Monaco a voulu, et ainsi que le prince de l'époque, que cette cathédrale soit dédiée à l'Immaculée Conception. Donc c'est la grande fête de l'Église mère. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette fête est fériée. Demain, nous vivrons un jour férié à Monaco. Et j'y reviendrai peut-être aussi. C'est pour cette raison qu'on a adjoint la procession qu'avait souhaité le prince Honoré II après, en 1631, après que la Sainte Vierge avait protégé Monaco de la peste. Et c'est pour ça que nous allons vivre demain soir et la messe dans cette cathédrale, présidée par Monseigneur David, et donc une messe très solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, et qui sera suivie par la procession dans les ruelles du Rocher. Et justement, cette procession, comment se déroule-t-elle ? Cette procession, si vous voulez, donc elle reprend le vœu du prince Honoré II. Nous sortons de la cathédrale, mais depuis 3 ans, on y adjoint une tradition, une nouvelle tradition. C'est que pour marquer le lien entre la compagnie des carabiniers du prince et cette église cathédrale, eh bien, les carabiniers viennent assister à cette messe avec l'orchestre des carabiniers. Donc la procession est accompagnée par la musique de l'orchestre des carabiniers. Elle se déroule sur le rocher et sur la place du palais. L'archevêque donne une bénédiction à la fois pour le fameux chemin des crèches que désormais tous connaissent bien ici en principauté, et puis aussi une bénédiction spéciale devant la caserne des carabiniers sur la place du palais pour les carabiniers et leurs familles, en remerciement aussi de tout ce travail qu'ils font ici en principauté auprès de notre prince souverain évidemment, de toute sa famille, et puis auprès de nous tous finalement. Et nous les retrouverons donc demain. Merci beaucoup Christian Venard pour votre éclairage. Eh bien, on vous attend nombreux demain soir à la cathédrale à partir de 18h. Le message est passé. Merci encore. Tout autre chose à présent, le prince Albert II a visité hier soir l'exposition Couleurs de mémoire de Claude Gauthier. Le peintre monégasque égaye les murs de la Maison de France avec une centaine de ses toiles. Certaines retracent l'évolution de la principauté, d'autres mettent en lumière les fiefs historiques des Grimaldi de Monaco en France et en Italie. Alban Jean-Jambre et Alexandra Paolini l'ont rencontré. Monégasque et fier de l'être, Claude Gauthier met la principauté à l'honneur à travers son coup de pinceau. Ici, une sélection d'œuvres issues de sa large collection. Monteverde, Lamé, Menton, ces peintures représentent les fiefs historiques des Grimaldi. Je transmets quelque chose et je crois que c'est ça l'essentiel. J'enrichis la culture monégasque et ça c'est important. Pour Monaco, et j'estime même, comme je vous dis, comme je voyage beaucoup à l'étranger, j'apporte un peu de notre culture. En 1972, la princesse Grace Kelly m'a acheté un tableau sans savoir que je faisais partie de la sûreté. Et automatiquement, donc, ça fait un peu boule de neige. Des paysages colorés, des détails minutieusement travaillés. Chaque peinture nécessite en moyenne 50 heures de travail. J'observe beaucoup les choses, donc je les traduis par mon travail et par mon dessin. Au départ, je fais des croquis, je vais sur place, je fais plusieurs coquilles, et après je transfère mon dessin sur ma toile et je peins.
L'artiste a souhaité offrir un petit cadeau à la Maison de France. Écoutons sa présidente. Monsieur Gauthier nous a fait le plaisir de nous offrir ce très beau cadre, ce très beau tableau qui représente la porte de la Maison de France, de notre maison. Et des générations de personnes engagées dans la vie associative ont passé cette porte depuis 1928, donc c'est un vrai symbole pour nous. Je voulais aussi rajouter que dans 2 ans, nous fêterons le centenaire, donc c'est une belle représentation de notre maison. Et face au succès qu'elle rencontre, l'exposition est à découvrir jusqu'au 16 décembre prochain et non plus jusqu'au 10. Un roman à dévorer près du feu, la trentaine bien cadrée, c'est le titre du dernier ouvrage de Richard Rizza, en vente en ce moment dans toutes les librairies. Le Monégasque nous dévoile les grandes lignes de l'intrigue. C'est l'histoire de 5 meilleurs amis qui vivent à Paris, qui ont à peu près la trentaine et qui décident, parce qu'ils ont une vie qui leur correspond plus ou moins bien, de partir en Guyane, faire une émission télé par l'entremise d'un des 5. Et c'est une aventure où ils vont partir à la rencontre d'un peuple qui s'appelle les Bushinengue. Ça ne va pas se passer forcément comme prévu par les conditions de tournage, etc. Et rentrer en Europe, il va se passer plein d'autres choses qui vont donner lieu à des aventures, des mésaventures et beaucoup de choses très différentes pour les 5. Une séance de dédicace est prévue à la Fnac fin janvier, l'occasion de vous procurer ce livre qui, pour l'anecdote, inclut un petit clin d'œil à la principauté dans les dernières pages. Au 7 rue Grimaldi, une page justement s'est tournée et une autre s'écrit depuis maintenant 15 jours. La boutique Tartines et Chocolat est venue remplacer la Riccadonna Galerie installée à cette adresse pendant 40 ans. En lieu et place des œuvres d'art se trouvent maintenant des vêtements pour enfants. Visite signée Alban Gingembre, Lionel Bernardi et Bastien Pigeon. Des vêtements chics et élégants pour les enfants, vous en trouverez un large rayon chez Tartines et Chocolat. Une idée signée Laetitia Politi. Déjà à la tête de 6 autres boutiques de prêt-à-porter à Monaco, la gérante vient ajouter une offre enfant avec cette nouvelle enseigne. Nos clientes sont très contentes, elles adorent la boutique, elles se sentent bien. J'avais envie d'un lieu chaleureux et c'est marrant parce que c'est vraiment en tout cas une maison qui évoque systématiquement une émotion. Il y a le parfum déjà à la base qui évoque systématiquement un souvenir, les doudous. En fait c'est ça que j'aime, c'est ce storytelling en fait de cette marque. Marque française avec près de 120 boutiques dans le monde, Tartines et Chocolat vient aujourd'hui combler la clientèle monégasque. Et la Société des Bains de Mer se joint à l'aventure pour développer son univers dédié aux enfants. On a réalisé une collaboration exclusive avec eux sur une petite ligne de produits avec une gigoteuse, un dors-bien, 2 pyjamas kids, une sortie de bain et un peignoir. Et les produits seront donc vendus dans la boutique Tartines et Chocolat, mais également au sein de l'hôtel Hermitage et du Monte Carlo Bay. Tartines et Chocolat, c'est donc la nouvelle enseigne installée rue Grimaldi. Et à l'approche des fêtes, des ventes privées sont attendues en boutique. De quoi faire de bonnes affaires, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la météo d'Émilie Flamin. Et amateurs de belle mécanique, ne manquez pas demain la sortie du nouveau podcast Monaco Info consacré à Seb Delaney. Originaire du Royaume-Uni, le résident monégasque s'est confié au micro de Geneviève Berthy, lui qui s'est fait connaître grâce à ses contenus de voitures de sport publiés sur les réseaux sociaux. Votre journal ce lundi vous sera présenté par Émilie Rousseau. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, le soleil sera de retour sur la principauté. Les quelques nuages attendus le matin feront place à un temps plutôt lumineux et ensoleillé. Côté température, comptez 9 degrés le matin et jusqu'à 14 l'après-midi. Et en ce lundi 8 décembre, nous célébrons l'Immaculée Conception. Cette fête chrétienne particulièrement importante à Monaco célèbre la conception sans péché de la Vierge Marie. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.